Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info Afrique. C'est bien sûr sur Afrique Média. Déjà 4 ans que le président gabonais Ali Bongo Ondimba est au pouvoir, plusieurs projets avaient été initiés. La télévision gabonaise a donc décidé de regarder de près l'état d'avancement de ces travaux et les améliorations apportées par le président gabonais depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Le volet social est un secteur qui préoccupe au plus haut point le chef de l'État et l'ensemble des citoyens gabonais. Le domaine qu'est parmi tant d'autres la santé ne semblerait pas jusqu'à aujourd'hui trouver des solutions définitives. Certes, au cours des 4 ans de mandature du président de la République, l'on a noté des avancées considérables sur le plan de la santé, notamment à travers l'instauration d'une politique sociale visant à améliorer le système de santé des Gabonais et Gabonaises, avec la mise en place de la Caisse nationale d'assurance de maladie et de garantie sociale. Les Gabonais bénéficient à travers la carte CNAM-GS de la réduction à hauteur de 20 à 100% des soins médicaux, des médicaments et de la prise en charge des malades. Un progrès qui vient surtout soulager les personnes économiquement faibles. Justement, c'est pour asseoir cette politique sociale que les structures de services de la CNAM-GS ont été construites ces 2 dernières années dans les chefs-lieux de province. Toutefois, cette politique de solidarité sociale n'est pas sans faiblesse. Les prestations de la CNAM-GS ne sont pas encore totalement au point. Il y a certaines maladies et médicaments qui ne sont pas pris en compte par les services de la structure. Puis, tous les secteurs d'activité ne bénéficient pas à l'heure actuelle de ce service de solidarité sociale. En sus de ce volet de sécurité sociale, l'État s'évertue depuis 4 ans à améliorer l'offre de la santé publique, notamment avec la construction et la réfection des nouvelles structures de santé telles que le CHU de Libreville, les CHU d'Angondje et d'Ovendo, les hôpitaux de dernière génération, leur équipement et la formation du personnel soignant. Toutefois, il subsiste des difficultés liées au coût exorbitant des soins médicaux pour les non-assurés CNAM-GS. À cela, il faut ajouter les problèmes de fourniture en médicaments, du comportement de certains professionnels soignants qui privilégient l'argent au détriment de la vie des citoyens et l'absence d'unité sanitaire dans l'arrière-pays. À mi-parcours du mandat du chef de l'État, le système sanitaire a certes profondément évolué, mais il existe encore des manquements que le gouvernement devrait combler pour le bien-être des populations gabonaises. Et puis à Libreville, la capitale gabonaise, le Premier ministre a ouvert le premier forum de l'emploi en lieu et place du chef de l'État. Il a à cet effet relevé la situation du chômage dans un environnement en pleine mutation. En ouvrant les travaux du premier forum national sur l'emploi, le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Dongsima, a tenu au nom du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à souligner tout l'intérêt que le gouvernement gabonais accorde au processus de résorption du chômage au Gabon. Il s'agit maintenant de penser et de trouver des solutions durables et soutenables, sans que ne soient remis en cause les objectifs fondamentaux de notre pays, ni le respect de ses grands équilibres. J'ai noté avec intérêt la variété d'ateliers thématiques et de séances plénières prévues dans le cadre de ce forum. J'ai également noté la présence significative de compétences diverses, dont celles venant de partenaires au développement ou de pays amis. Je salue la disponibilité des uns et des autres et leur bon sens, car le chômage devient, à l'heure de l'intégration, un phénomène transnational dont le traitement requiert la mobilisation de toutes les intelligences. Indiquant les différentes voies susceptibles de tenir les objectifs du gouvernement en matière d'emploi, le Premier ministre a instruit les congressistes à plus de mobilisation dans la recherche des solutions pérennes. Quel type de formation donner aux jeunes Gabonais dans un monde concurrentiel où les besoins du marché semblent évoluer plus vite que les réformes dans le système éducatif? Quels sont les secteurs où le taux d'emploi a plus de chances de réussir et que faire pour générer l'esprit d'entreprise dans un univers longtemps marqué par l'État-providence? J'ai bien conscience que les réponses à toutes ces questions ne sont pas données, comme en témoigne d'ailleurs la persistance, voire l'aggravation du chômage, même dans les pays les plus avancés.
je crois pour ma part qu'il n'y a pas une solution toute faite, mais des solutions spécifiques à chaque pays, à chaque type de chômage, à chaque cas. Le chef du gouvernement a pris l'engagement de faire appliquer par les départements concernés par la question toutes les recommandations qui découleront de ce forum. Et puis l'actualité au Cameroun, l'Assemblée nationale du pays connaît ses 180 députés. Ils ont été élus au cours du double scrutin municipal et législatif du 30 septembre dernier. Les résultats rendus publics ce 17 octobre 2013 montrent que la Chambre basse du Parlement est composée de 7 partis politiques. Ils étaient 29 sur les starting blocks. Cependant, seulement 7 ont pu atteindre la ligne d'arrivée dans cette course qui vient de s'achever pour les 180 sièges de l'Assemblée nationale. 7 partis politiques, à la tête desquels se trouve le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le parti proche du pouvoir remporte 148 sièges, soit 5 sièges en moins par rapport au mandat précédent. Le RDPC est suivi à plusieurs longueurs de retard par le Social Democratic Front. Le SDF, avec 2 sièges en plus, marque 18 sur son compteur. La troisième marche du podium, quant à elle, est occupée par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. L'UNDP perd 1 siège à l'Assemblée nationale et se retrouve désormais avec 5. Statu quo par ailleurs pour l'Union démocratique du Cameroun, UDC, qui à défaut de récolter de nouveaux sièges, a réussi à conserver les 4 qu'il possédait déjà dans le Noun. Le grand comeback dans cette législature, c'est celui de l'Union des populations du Cameroun. L'UPC ressurgit de l'ombre et remporte les 3 sièges qui étaient disputés dans le Nyon-Ekele. Bon retour également du mouvement démocratique pour la défense de la République, le MDR, qui s'approprie 1 siège dans le maillot d'Anaï. Et grande entrée en scène du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le tout nouveau MRC, pour une première sortie, remporte 1 siège. Le Cameroun a donc les 180 députés qui représenteront le peuple à l'Assemblée nationale pendant les 5 prochaines années. 180 députés parmi lesquels l'on observe 56 femmes, soit 31 de plus par rapport à la précédente législature. Les nouveaux députés entrent en fonction le 29 octobre 2013, date prévue pour l'ouverture de la session de plein droit de cette 9e équipe. Direction la Guinée équatoriale à présent pour parler des travaux de la première session du nouveau Parlement bicaméral qui vont donc bon train. Les travaux se déroulent en toute quiétude, d'abord du côté du Sénat qui est donc à la première semaine des travaux et puis la Chambre basse qui est donc à sa 4e semaine consécutive sur le règlement intérieur de cette institution. Les débats parlementaires du Sénat et de la Chambre basse s'animent de plus en plus sur le projet du règlement organique et fonctionnel de l'inédit Parlement bicaméral. D'abord à la Chambre haute, le 3e chapitre de l'esquisse ou du simulacre du règlement interne et du fonctionnement du Sénat était au cœur des débats de la plénière sénatoriale d'hier. Ce projet qui définit le Sénat comme un organe directif, le coordinateur du gouvernement. La plénière du Sénat est dans sa première semaine de travaux, divisée en 2 commissions de travail sous les auspices de la présidente de cette nouvelle institution législative qui devra faire office d'intégrité et de probité, Mme Marie-Thérèse Saïfoua Sangono. Pendant ce temps, à la Chambre basse, les débats étaient centrés hier sur les derniers aspects de détail inhérents au projet du règlement interne du Parlement, où il était question pour les élus du peuple de paraphèner leurs travaux sur ce projet identificatif et caractéristique de la Chambre basse, de même que les relations qu'entretiendra cette institution avec d'autres organes de l'État que le gouvernement, le pouvoir judiciaire, la Cour des comptes, le Conseil de la République, le Défenseur du peuple, le Conseil économique et social et bien entendu du Sénat. 4 semaines de travaux, l'hémicycle de Malabo connaît un engouement sans précédent et les délibérations fusent de plus en plus à la satisfaction de la séance sur la houlette de très honorable Gaudens Mouabamessou, président de l'Auguste Chambre basse. Rendons-nous à présent à la primature équato-guinéenne où une importante délégation marocaine de l'économie conduite par l'ambassadeur du dit pays s'est entretenue avec le Premier ministre, ensuite avec le ministre des Finances. Il était question de parapher les clauses du mémorandum d'entente de 2009. La délégation de la gestion et de la caisse
caisse de dépôt du Maroc qui se trouve dans notre pays depuis quelques jours a été reçue en audience hier par le Premier ministre chargé de la coordination administrative Vicente Yaditomi pour une suite de concertations avec les autorités gouvernementales en charge du projet d'un modèle économique émergent de la Caisse autonome nationale inspiré de l'expertise économique avérée celle du Maroc conforme au mémorandum d'entente signé le 18 avril 2009 entre Malabo et Rabat lors de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Guinée équatoriale. Même tonalité dans leur rencontre avec le ministre des Finances et du Budget, Marcelino Onedou, pour la mise en œuvre de ce mémorandum. 180 journalistes invités aux festivités du 12 octobre dernier pour les 45 ans d'indépendance de la Guinée équatoriale se sont donc rendus du côté continental du pays. Il était question de toucher du doigt les degrés d'avancement du point d'émergence de la Guinée équatoriale pour l'horizon 2020 en infrastructure. En marge des festivités du 45e anniversaire de l'indépendance nationale au 12 octobre dernier, près de 180 journalistes de la presse panafricaine, audiovisuelle, publique et privée, presse écrite et en ligne, qui ont assuré la couverture médiatique optimale de cet événement, ont mis à profit leur séjour en Guinée équatoriale pour visiter certains sites d'intérêt social qu'entreprend le gouvernement équato-guinéen, notamment dans la région continentale du pays, pour toucher du doigt les réalités quotidiennes des investissements infrastructurels du pays pour son point d'émergence à l'horizon 2020. De Bata dans le littoral à la nouvelle ville touristique d'Oyala en plein chantier, en passant par Anisok, cette commission a visité de fond en comble la révolution infrastructurelle que connaît actuellement la Guinée équatoriale. Avant de mettre le cap sur la région insulaire du pays pour le même exercice, ces journalistes ont fait l'objet d'une hospitalité légendaire aussi bien des autorités gouvernementales du pays que de la population. La matérialisation du projet Sipor en temps des cimenteries de la province orientale est une priorité. À cet effet, une délégation de l'Assemblée provinciale et de la population des 7 provinces du Congo ont rencontré le ministre de l'Industrie. Avec la délégation de la population du Kassai oriental, conduite par le député national Kassongo Munganga, il a été question de trouver une entente mutuelle avec ces notables pour soumettre au gouvernement du concret en rapport avec le projet cimenterie des Lubilanji. Nous tous qui sommes préoccupés par la réalisation de la cimenterie de la Lubilanji, que nous puissions nous mettre tous d'accord pour que nous ayons un protocole d'accord pour qu'ils puissent être en mesure de défendre ce projet auprès des instances supérieures et spécialement auprès du Premier ministre. Je suis venu voir son Excellence le ministre de l'Industrie. C'est pour un objet bien spécifique, m'enquérir de la situation et surtout du dossier de la cimenterie de la province orientale. Voilà, parce qu'à la Haine aujourd'hui, c'est un grand projet qui a été initié par le chef de l'État. Et il trouve très coûteux l'achat de ciment qui vient soit de Kisangani, soit de l'Est. Alors, comme nous avons reçu ces projets-là, il faudrait qu'on les voit d'éléments effectifs dans notre province. Je suis venu transmettre les réactions de la population au ministre. La réponse qu'il vient de me donner, donc, c'est une réponse tellement salutaire parce qu'il est tenté de s'investir aussi avec le gouvernement central pour que la Sipor puisse être effective. Mercredi dernier, s'est tenue une réunion d'information et de sensibilisation sur la salubrité publique et la qualité environnementale dans le Grand Lomé. Nous sommes à présent au Togo. Les discussions ont porté sur des réflexions participatives et des solutions durables pour redonner à la ville de Lomé sa beauté. Côte à côte, président de la délégation spéciale de la ville de Lomé, 5 ministres du gouvernement, dont celui de l'administration territoriale, et ses collègues de l'environnement, de l'enseignement supérieur, du commerce et de la communication. Une équipe composite pour se pencher sur une thématique transversale, la salubrité publique et la qualité environnementale dans le Grand Lomé.
Transversalité aussi dans le choix des interlocuteurs et de la méthode participative. À cette réunion, il est question de dresser un diagnostic et d'esquisser des approches de solutions partagées entre autorités administratives, religieuses, traditionnelles et représentants de comités de développement de quartier. Une tribune libre a donc été offerte à tous afin de porter leurs réflexions sur le problème général de la gestion des ordures dans un Lomé en chantier. Des investissements colossaux ont été engagés pour entamer l'aménagement des rues, l'assainissement, notamment de la ville de Lomé et du Grand Lomé, le curage des caniveaux qui est en train de s'effectuer à travers un certain nombre de projets, y compris le projet Purise. C'est justement pour assurer l'entretien de ces ouvrages et de ces infrastructures qu'il est nécessaire que les populations fassent preuve d'un certain comportement civique et citoyen. Cela est important non seulement pour la propriété de notre ville, mais aussi pour des raisons d'hygiène et de santé publique. Alors, c'est pourquoi nous pensons que ce n'est pas une question qui peut être réglée et jugulée uniquement par le gouvernement. Ça doit susciter la prise de conscience et la mobilisation de tous les secteurs de la société. Il y a urgence à agir puisqu'il y a péril dans la cité loméenne. La capitale est menacée par une lancinante épidémie de choléra, effet collatéral des mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement du cadre de vie. Alors les autorités publiques tirent la sonnette d'alarme et appellent la population à une citoyenneté responsable. En raison des problèmes en matière de gestion des déchets solides, de collecte et de gestion des ordures, des problèmes de santé publique ne se posent pas. Et cela vient d'être souligné. Depuis des décennies, nous n'avions plus de cas de choléra. Mais voilà qu'actuellement, le choléra a ressurgi. Cette réunion inaugure un nouvel exercice de gestion participative que les acteurs espèrent voir se renouveler régulièrement. Des pistes de réflexion ont été essaimées à l'issue des échanges et une campagne de sensibilisation ainsi qu'un plan d'action sont en gestation. Parlons à présent de cet atelier de l'UEMOA qui s'est tenu au Togo, atelier qui permettra la consolidation de l'apport positif des PME en matière de création de richesses, mais également d'emploi. Cet atelier permettra aussi la facilitation de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. À l'instar des autres organisations de l'Afrique subsaharienne, l'UEMOA bénéficie d'un taux de croissance de 4,8% avec des perspectives positives. Une dynamique de croissance à laquelle participent les petites et moyennes entreprises avec une contribution pour plus de 45% à l'emploi et pour 33% au produit intérieur brut. Seulement, les études le montrent tous, plus de 70% de ces entreprises accèdent difficilement au financement sur le moyen et long terme. Et au regard même de la part de leur contribution au PIB et à l'amélioration de l'emploi, à la création de l'emploi dans notre pays et en particulier, et au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en général. Vous savez que de façon générale, elles travaillent dans un environnement informel et elles n'ont pas l'information pour accéder aux outils pouvant leur permettre de perfectionner des activités. Les raisons sont nombreuses et justifient l'organisation de cet atelier qui réunit pour 3 jours dans la capitale togolaise les 8 pays de l'UEMOA. La problématique de la réunion d'aujourd'hui, c'est d'apporter une réponse d'ensemble aux différents maillons de la chaîne. À savoir, 1, le porteur de projet, il doit être outillé. Donc on développe des instruments, des outils utiles pour le porteur de projet, pour avoir une entreprise saine, donc pour lesquelles l'information existe, les compétences existent, ce qui rend le banquier ou celui qui investit plus en confiance pour le faire. 2, est-ce que l'entreprise qui évolue dans un environnement déterminé, si l'environnement réglementaire et légal n'est pas incitatif, la prise de risque, même pour le porteur de projet, peut poser un problème. Aux côtés de l'UEMOA pour échanger sur la facilitation de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises et proposer des schémas et solutions d'opérationnalisation, le Centre pour le développement de l'entreprise. Le rôle du CDE est de permettre l'identification des expertises qui peuvent être nationales, qui peuvent être sous-régionales et qui peuvent être internationales et de les mobiliser en permettant de payer une partie des coûts pour permettre de dresser des
plan d'affaires crédible, donc susceptible d'entraîner la confiance des entreprises, des institutions financières et par conséquent le financement. Également considéré comme un fort potentiel de contribution à l'intégration, les PME jouent un rôle essentiel dans le tissu économique régional. Les recommandations issues de cet atelier vont permettre de consolider l'apport positif des petites et moyennes entreprises et de fédérer les projets. Le 17 octobre 1961 est une date marquante pour l'Algérie. Son peuple a lutté pour son indépendance dans les régions frontalières ouest du pays. Les grottes ont servi de cachette. Certains rescapés de cette période s'en souviennent encore. Dans les régions profondes de l'ouest algérien, Sabra a joué un rôle très important durant la Révolution, notamment dans les massifs montagneux de Moutas. Ces reliefs ont constitué un véritable bouclier pour les moudjahidines. À El-Kef, il y avait un champ de tir le jour, dont le village, femmes et hommes, y prenaient part. Cœur palpitant de la Wilaya 5 historique, cette région 1 a vu tomber les 500 premiers martyrs de la guerre de libération nationale. Et ô combien d'ossements humains ont été découverts ici et là, comme à Sidi Yahya et à Borj Sidi Zahar. Cette grotte que vous voyez a servi comme cache aux maquisards. Elle leur convenait, sachant que les populations des localités proches les aidaient totalement. كان يمولنا سلموني الميلود هذاك الشيباني اللي كان معنا البارح سلموني الميلود هو وراح لمحمد كانوا يمولونا هنا. Deshot Sidi Yahya d'El-Kef, situé dans les falaises de Djbel Moutas, a été un lieu stratégique et un centre de commandement pour diriger les opérations armées. Il fallait qu'on ait un repère dans la grotte pour ne pas se perdre. On utilisait simplement de la craie blanche pour marquer notre passage. Mais notre quête de vérité va nous mener vers ces habitations dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Un témoignage concret de ce qu'il s'est passé dans la région. Depuis 1959, les moudjahidines reposent ici. Ils ont été dynamités au fond de la grotte. Des cimetières collectifs ont été découverts tout le long de la frontière, de Khmis à Bni Boussaïd, de Djbel Asfour. Et selon les témoignages des moudjahidines qui ont traversé la ligne Chalet-Maurice, des accrochages violents suivis de rafles collectives et d'assassinats ont eu lieu dans ces régions. Reste à faire la lumière dans ces lieux pour déterminer le nombre de personnes qui ont été enterrées vivantes. Quelle stratégie pour lutter efficacement contre la toxicomanie? C'est ce que tentent de déterminer les travaux du séminaire international de formation pilote de la Croix-Bleue. La Croix-Bleue, qui on le rappelle, est une association d'aide aux personnes en difficulté avec l'alcool. 80% des jeunes de moins de 25 ans, selon la Croix-Bleue, sont confrontés au problème du tabac et de l'alcool en Côte d'Ivoire. En Afrique, depuis 2010, l'on enregistre 78 000 cas de décès liés à la toxicomanie. La Croix-Bleue veut régler le problème. La question est au centre d'une réunion qui se déroule en Côte d'Ivoire et le choix du lieu n'est pas fortuit. Abidjan est un centre phare pour les francophones. Nous avons un centre de cure conçu depuis les années 70. Grâce d'ailleurs à l'appui du président Houphouët-Boigny. Et après plus de 40 ans, ce centre a une très grande expérience à partager, non seulement aux Ivoiriens, mais aux autres Africains, et au-delà de l'Afrique, à tous les membres de la Croix-Bleue de par le monde. 4 jours de réflexion pour parler de lutte, d'entraide, mais aussi de prévention. Des informations sur l'entraide et aussi font des formations pour les volontaires, les bénévoles qui peuvent aider à faire les autres groupes d'entraide. C'est une nouvelle approche dans la prévention. Il s'agit de mettre les dépendants, des gens qui sont victimes entre eux, dans des conditions sécuritaires pour leur permettre de changer, de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur situation
et qu'il y a de l'espoir. En plus de la Côte d'Ivoire, plusieurs autres pays apportent leur expertise au cours de ces réflexions. Le Togo, le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo et la Suisse présents à cette rencontre internationale de formation pilote. Parlons à présent du prix du jeune inventeur 2013 en Côte d'Ivoire. Il sera décerné le 1er novembre prochain lors de la clôture de la 3e édition des Assises de la jeunesse, une initiative du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Traoré Lassina n'est pas en train d'appeler quelqu'un, mais plutôt de mettre en marche son ventilateur. Se servir de son téléphone portable comme une commande à distance, un geste simple, fruit du génie créateur de Diomandé Namori. Je suis l'inventeur du système CBS, qui veut dire la connexion du boîtier de surveillance ou de sécurité. Avec ce boîtier, vous pouvez sécuriser votre voiture, vos engins. Vous pouvez aussi mettre en marche tous les appareils que vous souhaitez mettre en marche à distance. Diomandé Namori, la quarantaine, fait partie de ces nombreux inventeurs dont le talent reste méconnu faute de soutien. L'innovation, moteur de développement économique et social d'un pays, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire l'a bien compris. Il initie donc le prix du jeune inventeur 2013 à la faveur des assises de la jeunesse d'Abidjan. Une distinction pour promouvoir l'esprit créatif des jeunes. Le PASRES, depuis 5 ans, et dans le cadre de la coopération ivoiro-suisse, prépare la relève scientifique en Côte d'Ivoire en allouant des ressources financières et matérielles aux meilleurs jeunes chercheurs de Côte d'Ivoire. 2 millions de francs CFA et un encadrement approprié pour la valorisation de son innovation, un aperçu des gains que va récolter le lauréat de ce prix à la clôture de la 3e édition des Assises de la jeunesse d'Abidjan. Cette compétition concerne tous les jeunes inventeurs. C'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition d'Info Afrique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Afrique Média.